vitale contre l'évasion fiscale. Des sanctions sont déjà tombées. Depuis 4 ans, la banque UBS, qui s'est particulièrement distinguée dans les activités illégales, paye aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France de lourdes amendes. En Suisse, en 2013, une violente offensive américaine a brisé le secret bancaire. Au cours de grandes messes internationales, les dirigeants de la planète ne cessent de promettre que l'échange automatique d'informations entre tous les États sera la solution miracle de demain. Et en France, l'affaire Cahuzac n'est-elle que l'histoire d'un cas isolé, d'un dissimulateur solitaire, ou au contraire le symptôme révélateur que ce pays est incapable de lutter contre l'évasion fiscale? Je n'ai jamais accepté l'idée que ce serait la faute d'un homme. C'est le système qu'il faut mettre en cause, ce système qui permet tout cela. Nous ne sommes pas dans une société où l'on a très envie de rompre avec la fraude fiscale, une société où l'argent a pris une grande place et où ceux qui fraudent sont en général parmi les plus puissants. Des puissants qui trouveraient protection dans la citadelle de Bercy, au ministère du Budget. Le ministère du Budget, c'est le ministère de l'argent intime de chacun, où il y a beaucoup de secrets. Voilà. Et de secrets qui dérangent. Ça fait partie des ministères chantage, les ministères où on sait des choses. L'affaire Cahuzac oblige la France à s'interroger sur sa volonté de lutter ou non contre l'évasion fiscale. Il y aura un avant et un après Cahuzac. Les gouvernements ne pourront plus enterrer les affaires politiques et les affaires de corruption. Relire l'histoire de ce scandale, c'est entrouvrir la porte d'un monde opaque, dont les politiques aimeraient bien protéger les secrets. La descente aux enfers du ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, commence le 4 décembre 2012, par la publication d'un article sur le site d'information en ligne Mediapart. Le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, a détenu pendant de longues années un compte bancaire non déclaré à l'UBS de Genève. Quand Mediapart publie le premier article du 4 décembre 2012 qui révèle l'existence du compte suisse de Jérôme Cahuzac, nous sommes plus que sûrs de notre fait. À l'Assemblée nationale, le lendemain, l'article de Mediapart fait scandale. Monsieur le ministre, pour dissiper tous les doutes, dans l'intérêt de tous, pouvez-vous répondre précisément cet après-midi aux 3 questions suivantes? Première question, est-il exact, monsieur le ministre, que vous avez eu un compte non déclaré à l'Union des banques suisses de Genève pendant de longues années? Deuxième question, est-il exact que vous êtes déplacé en Suisse début 2010 et que vous avez clôturé ce compte à la veille de votre élection à la présidence de la Commission des Finances? Troisième question, est-il exact, monsieur le ministre, que les avoirs ont ensuite été transférés dans un paradis fiscal en Asie? Monsieur le ministre, ces accusations sont d'une extrême gravité. Il est essentiel que vous disiez toute la vérité cet après-midi devant la représentation nationale et devant les Français. Merci. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Et c'est donc devant la justice que je m'expliquerai devant ces contradicteurs en attendant d'eux des éléments probants qui, à ce jour, font manifestement défaut. Les éléments probants, Mediapart va les publier le lendemain en révélant l'existence d'un enregistrement.
Est-ce qu'il fallait diffuser l'enregistrement dès le premier article, etc. Nous n'avions pas l'accord de la source. Donc il est hors de question pour nous de trahir la source. C'est après les premiers démentis que la source nous a dit, c'était son expression, bon, d'accord, allez-y, concernant l'enregistrement. Donc, nous l'avons fait. Là, j'ai toujours un compte ouvert à l'IBS, mais il ne fait rien, la seule personne de faire c'est l'IBS. C'est extrêmement cher, mais j'ai y aller, je ne peux pas y aller. Je ne sais pas quand. Il suffit d'avoir un compte ouvert là-bas. Surtout si l'IBS et l'appartement, on a pu planquer donc. Après la diffusion de l'enregistrement, la pression monte d'un cran. Jérôme Cahuzac, harcelé par les médias, continue de nier. Pouvez-vous affirmer simplement, ce n'est pas moi, je parle évidemment de la voix que l'on entend sur cette bande. Je dément en bloc et en détail, et en conséquence, ce n'est pas moi. Le compte suisse n'existe pas? Le compte suisse n'existe pas. Et la conversation de 2000 n'existe pas, n'a pas existé. Je ne vois même pas à quoi cela peut faire référence. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la réponse, aucun moment. Et la réponse. À aucun moment. À aucun moment. À gauche, on soutient sans réserve. Croyez-moi, chacun a affiché sa solidarité à l'égard de Jérôme Cahuzac, qui traverse en effet un épisode particulièrement désagréable. Jérôme Cahuzac peut-il rester au gouvernement? Mais écoutez, oui. Moi, j'ai toute confiance en Jérôme Cahuzac. Et j'imagine ce qu'il ressent en ce moment. Et hier, c'est pas n'importe où qu'il s'est exprimé. Il a été interrogé, il l'a fait dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Quant à l'enregistrement, il n'intéresse pas le Premier ministre. Et l'élément rendu public hier soir par Mediapart ne vous ébranle pas? Je n'ai pas eu le temps d'observer cela, mais moi, je fais toute confiance à Jérôme Cahuzac. À droite, pour le moment, on refuse de juger. Moi, j'attends surtout de celui qui accuse qu'il apporte des preuves. C'est dans ce sens-là que... En France, en droit français, en justice, en général, c'est celui qui accuse qui apporte des preuves. À l'Élysée, silence radio. Pourtant, le président de la République a été prévenu que la voix de l'enregistrement était bien celle de Jérôme Cahuzac. Quand même, on découvre que le détenteur de la pièce la plus accablante pour Jérôme Cahuzac, l'enregistrement, Michel Gonel, le 15 décembre, prend attache avec la présidence de la République pour dire tout cela est vrai. Je suis le détenteur de l'enregistrement. Levez la main droite. Michel Gonel est un ancien adversaire politique de Jérôme Cahuzac. Il confirmera définitivement l'origine de l'enregistrement quand il témoignera, 6 mois plus tard, devant la commission d'enquête parlementaire réunie pour examiner l'attitude du gouvernement dans ce scandale. C'est-à-dire que j'ai reçu 2 messages. Sur ma boîte vocale fermée, j'ai reçu 2 messages. Un premier message où je reconnais le numéro d'appel de Jérôme Cahuzac qui me dit Michel, je t'annonce une très bonne nouvelle, Daniel Vaillant a accepté de venir inaugurer notre nouveau commissariat de police. Après avoir laissé son message, Jérôme Cahuzac raccroche. Mais par inadvertance, il redéclenche son appareil qui enregistre alors sur le répondeur de Michel Gonel la conversation qu'il est en train de tenir dans la pièce. Donc pour moi, utilisateur de mon appareil, il n'y avait aucun doute. Aucun doute. Je dis bien, devant vous, messieurs les parlementaires, aucun doute sur l'origine de cet appel. Et c'est ce que je voulais transmettre au président de la République. C'est ce que je voulais lui dire. Michel Gonel appelle Alain Zabulon, le directeur adjoint du cabinet de François Hollande. Sa réponse a été de me dire, vous comprenez que c'est une affaire extrêmement sensible. Je dis oui, c'est peut-être pas la peine que vous me le disiez, j'ai compris que c'est une affaire sensible. Et écoutez, je vais en référer, je ne peux pas vous recevoir parce que j'organise l'arbre de Noël de l'Élysée qui a lieu cet après-midi. Et donc, il n'avait pas le temps de me rencontrer, même en ville. Donc, il m'a certifié qu'il allait me rappeler. Voilà. Et j'attends encore. Il est certain que l'Élysée a fermé les yeux et les oreilles quand ils ont été en mesure de savoir. Et pendant 3 semaines, il ne se passe rien. Mediapart, sidéré par le peu de réaction des pouvoirs publics, écrit au procureur de la République. Monsieur le procureur de la République, vous n'êtes pas sans savoir que des informations révélées par notre journal en ligne Mediapart font l'objet depuis 3 semaines d'un débat public.
En l'état, aucune procédure judiciaire ne vise donc à satisfaire la vérité. Et l'enquête judiciaire du parquet de Paris a été déclenchée par quoi? Elle a été déclenchée par un courrier que Edoui Plenel, directeur de Mediapart, a envoyé au procureur. Devant la commission d'enquête parlementaire, le procureur fera un aveu pour le moins étonnant. Moi, je réfléchissais, j'étais pas encore trop sûr de ce que j'allais faire. J'attendais un peu de voir comment les choses allaient évoluer, parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir peut vous réserver. Et est intervenu le courrier de Monsieur Plenel. Alors, il est sûr que c'est pas, j'ai pas pris ma décision à cause du courrier de Monsieur Plenel, mais il est aussi évident que le courrier de Monsieur Plenel a constitué un accélérateur de ma décision, parce qu'à partir du moment où j'étais destinataire d'une lettre, il fallait de toute façon que je prenne une position un jour ou l'autre. Donc, effectivement, ça a pu contribuer à accélérer un petit peu les choses. Le procureur de la République ouvre une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale le 8 janvier 2013. Monsieur Cahuzac, un petit mot, s'il vous plaît. À partir du moment où la justice est saisie, une question hautement politique ne va plus cesser de se poser. Comment considérer qu'à partir du moment où le procureur de la République de Paris décide d'ouvrir une enquête pénale contre Jérôme Cahuzac le 8 janvier 2013, le pouvoir exécutif, Matignon, l'Élysée, garde Jérôme Cahuzac comme ministre du Budget? Mais il est une autre question qui interpelle sur l'attitude du pouvoir politique français dans cette affaire. La démarche du ministre de l'économie Pierre Moscovici, supérieur hiérarchique de Jérôme Cahuzac. Alors que le procureur de la République vient de lancer son enquête préliminaire, le ministre déclenche, sans le prévenir, une enquête administrative auprès des autorités suisses. Est-ce que vous trouvez normal que l'administration fiscale ait poursuivi ses investigations, notamment en formulant une demande d'échange d'informations auprès de la Suisse? Clairement, non. Quand une autorité de justice est en charge d'investigation pour déterminer si un crime ou un délit a été commis, moi, j'ai la faiblesse de penser qu'il devrait logiquement avoir le monopole des choses et que rien ne devrait se faire en réalité sans qu'il en soit avisé. Voilà. Mais qu'attendait réellement Pierre Moscovici de cette enquête? Il faut que la justice joue son rôle. Je dirais simplement que en lançant cette procédure, je n'avais pas de doute sur son résultat. Le ministre n'avait pas de doute sur l'innocence de Jérôme Cahuzac. Et pour cause. Les questions qui ont été posées à la Suisse ont été mal formulées. Elles étaient lacunaires. C'est-à-dire qu'ils ont posé une question sur Jérôme Cahuzac et simplement sur une période et sur UBS, sur la banque UBS. C'est-à-dire qu'ils n'ont posé aucune question sur son gestionnaire de fortune dont nous avions pourtant révélé l'identité, Hervé Dreyfus, ni la société pour laquelle il travaillait, Rail. Rail, c'est l'établissement par lequel a transité l'argent avant d'arriver chez UBS. Donc ils ont fait une enquête à minima. Bercy. Dernière question troublante. L'Élysée était-il au courant du lancement de cette enquête en Suisse? Et aujourd'hui, on sait, puisque ça a été confirmé, que c'est à l'Élysée qu'est décidée l'opération de Bercy d'entraide avec la Suisse le 16 janvier, 8 jours après le déclenchement de l'enquête préliminaire du parquet sur Cahuzac, à la sortie du Conseil des ministres, dans un petit bureau attenant au Conseil des ministres. Une réunion a lieu donc, à la présidence de la République, en présence de François Hollande, en présence de Jean-Marc Ayrault, de Pierre Moscovici, jusque-là, pourquoi pas, et de Jérôme Cahuzac. C'est-à-dire du ministre concerné par l'enquête qu'on allait lancer. De dire, je le jure, je le jure. Merci, vous pouvez vous asseoir. J'ai déjà dit dans quelle salle ça s'était tenu, dans la salle attenante au Conseil des ministres, que ça va durer quelques minutes et qui était présent. Qui était présent, monsieur Moscovici? Je vous l'ai déjà dit. Le président de la République, le Premier ministre, moi-même et Jérôme Cahuzac. Le Premier ministre? Oui. Vous-même et Jérôme Cahuzac. Le président de la République, non. Si, bien sûr. Si, ils étaient tous les quatre. Le ministre l'a dit. Mais monsieur le ministre, ça ne vous choque pas que la personne concernée soit associée à une telle procédure? Le mot associé n'est pas le mot convenable, monsieur le président. Il était présent. Vous me permettez. Vous avez déclaré tout à l'heure en réponse à une question de notre rapporteur que vous ne vous souveniez plus du tout de cette réunion. Est-ce que vous pensez que votre perte de mémoire sur cette réunion du 16 janvier
est crédible vu les déclarations de Pierre Moscovici. Vous pouvez ironiser autant qu'il vous plaira, Monsieur le Président. Je n'ai aucun souvenir de cet échange de mots. Les résultats de cette enquête, décidés donc à l'Élysée, sont normalement protégés par le secret fiscal. Pourtant, le journal du dimanche en fait ses gros titres le 9 février. Les Suisses blanchissent Cahuzac. Jérôme Cahuzac n'a pas été titulaire d'un compte bancaire à l'UBS depuis 2006. Cette réponse, transmise par l'UBS via les autorités fédérales suisses et les services fiscaux français, dément formellement la possibilité d'un compte, confie une source administrative à Bercy. Heureusement que le procureur de Paris et les policiers ont dit « ça vaut rien ». Ça vaut rien, cette histoire de Bercy. On va poser, nous, nos questions. Et là, ils ont découvert la vérité. On réalise qu'à chaque étape importante du processus administratif et judiciaire, il s'en est fallu de très peu à chaque fois pour que l'affaire soit enterrée. Le 19 mars 2013, à 15h, une grande agitation règne à l'Assemblée nationale. Un ministre va tomber. À 16h, on apprend que le procureur Molins a saisi un juge d'instruction qui ouvre une information judiciaire contre Jérôme Cahuzac pour blanchiment de fraude fiscale. Trois heures après, Jérôme Cahuzac est démissionné de son poste par le président de la République. Le président de la République a mis fin aux fonctions de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, à sa demande. Jérôme Cahuzac exclu du gouvernement, la gauche n'en démord toujours pas. Je salue en cet instant Jérôme Cahuzac. Je tiens à le remercier ici pour son action remarquable et courageuse au gouvernement, car il a été un excellent ministre de budget au service de la France. Le lendemain, la passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau ministre se déroule dans une ambiance de sympathique camaraderie. On ne remplace pas Jérôme Cahuzac. On lui succède modestement. Toute l'équipe de Bercy s'affiche pour pleurer le départ de celui qui était considéré, dit-on, comme le meilleur ministre du gouvernement. À droite, bizarrement, on hésite. Tant qu'on n'est pas condamné, on est innocent. Et pour moi, Jérôme Cahuzac est innocent. La présomption d'innocence doit jouer, mais politiquement, c'était devenu très difficile à gérer pour Jérôme Cahuzac et pour le gouvernement tout entier. La situation pour M. Cahuzac était probablement intenable, compte tenu des dernières informations qui ont été révélées, notamment la décision du parquet. Mais pour l'ancien ministre, la pression est trop forte. Il sait désormais que plus rien n'arrêtera la justice. Le 2 avril, il jette l'éponge. Il se rend chez le juge d'instruction pour avouer qu'il a bien un compte non déclaré à l'étranger, sur lequel se trouverait 600 000 €. Cette fois, la droite se déchaîne. Je pense donc que dans ce contexte, il n'y a qu'une issue possible pour le président de la République, c'est de remanier son gouvernement et son Premier ministre, parce qu'il faut maintenant retrouver un minimum de sérénité pour la France. Les ministres de gauche, tétanisés, font profil bas. Et qu'est-ce que le président vous a dit au sujet de M. Cahuzac ? Rien à dire face à ce scandale. Comment vous tirez pour la justice sur l'affaire Cahuzac ? Monsieur Hérault, comment s'est passé le conseil? Il aura fallu attendre 5 mois et l'aveu de Jérôme Cahuzac lui-même pour que l'existence de son compte à l'étranger soit enfin reconnue. Messieurs, face à ce scandale politique? Une révélation que certains, dans le landerneau politique, qualifiaient de secret de polichinelle. Seulement 7 jours après l'aveu de Jérôme Cahuzac,
le président de la République tente de reprendre la main en annonçant une série de mesures. Mesdames, Messieurs, mercredi dernier, ici même, j'avais annoncé que toutes les leçons devaient être tirées de l'affaire Cahuzac. Affaire qui révèle une fois encore la nécessité d'une lutte implacable contre les dérives de l'argent, de la cupidité et la finance occulte. Une déclaration qui en rappelle une autre, datant d'1 an et demi à peine. Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Si la finance est l'adversaire, alors il faut l'affronter avec nos moyens. Et d'abord chez nous, sans faiblesse. Dans le même registre, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, n'avait pas craint, lui, d'annoncer déjà des victoires. À Londres, la France s'est battue pour que les paradis fiscaux, le secret bancaire, la fraude organisée, ça soit terminé. Qui peut contester qu'aujourd'hui, des progrès spectaculaires ont été faits en la matière? Les paradis fiscaux, le secret bancaire, c'est terminé. Et je me battrai à Pittsburgh demain pour qu'il y ait des sanctions. Il est temps d'agir. Agir en France, agir en Europe, agir dans le monde. Il aura fallu que son ministre du Budget soit pris en flagrant délit d'évasion fiscale pour que le président de la République se décide à annoncer des mesures. Une haute autorité sera créée, totalement indépendante. Elle contrôlera les déclarations de patrimoine, mais aussi les déclarations d'intérêt des membres du gouvernement, des parlementaires, la création d'un parquet financier. Un office central de lutte contre la fraude et la corruption sera institué. Quant aux sanctions, si elles doivent intervenir, elles seront renforcées en matière de fraude fiscale. Je veux donc que l'ensemble de ces dispositions puissent être mises en œuvre dans les meilleurs délais. Point phare de ces annonces, le contrôle du patrimoine des élus et la création d'un procureur financier national font sensation. Merci. Mais ces projets de loi lancés à la hâte ne répondent pas aux attentes de ceux qui, depuis des années, dénoncent le scandale de l'évasion fiscale. Des parlementaires qui ont bien l'intention de profiter de l'agitation qu'a suscité l'affaire Cahuzac pour faire avancer leurs propositions. J'entends des discours très volontaristes de la part du gouvernement, comme j'en entendais parfois avant sous l'ancien gouvernement. Mais quand on lit bien les déclarations, il n'y a pas de mesures concrètes, il n'y a pas de calendrier fixé. Et on en reste encore, je trouve, beaucoup trop dans les déclarations d'intention. 1 an avant le scandale Cahuzac, Éric Bocquet, sénateur communiste, a été en 2012 le rapporteur des travaux d'une commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale en France. J'ai fait 3 constats en fait. Tout d'abord, l'importance des montants impliqués par l'évasion fiscale en France et en Europe et dans le monde, c'est assez monumental. 1000 milliards d'euros pour l'Union européenne, de 40 à 50 milliards, certains disent même 80 milliards pour la France. La deuxième chose, c'est l'extrême intelligence, l'ingénierie, la sophistication des systèmes, des schémas d'optimisation mis à l'œuvre pour créer les conditions de cette évasion. Le sujet de l'évasion fiscale, effectivement, m'a transformé un peu dans ma vision des choses, m'a permis de mieux comprendre la mécanique et l'imbrication très étroite entre l'économique et le politique, représentés parfois par les mêmes. Hein, on a des exemples nombreux ici même. Et c'est là où je me suis dit où est le vrai pouvoir? Au Sénat, il va se battre pour essayer de faire passer un certain nombre d'amendements. C'est dans cet esprit déterminé, lucide et confiant que nous porterons dans ce débat des amendements visant au renforcement des sanctions, parce qu'effectivement, nous pensons qu'elles doivent être de nature à avoir un effet dissuasif fort. À quelques rues de là, à l'Assemblée nationale, Yann Galut, un député PS, a été nommé rapporteur de la loi contre la fraude fiscale, déposée après les déclarations du président de la République. Madame la Présidente. Lui aussi va tenter de durcir le projet initial. Comment accepter, alors que nous sommes en responsabilité maintenant depuis 1 an, que nous demandions à nos concitoyens de participer, comme l'a indiqué Monsieur le ministre du Budget, à cet effort national de redressement de nos comptes publics, et constater que 40 à 80 milliards d'euros disparaissent de notre richesse nationale
pour se réfugier dans des comptes offshore, dans des paradis fiscaux. Je connaissais l'existence du phénomène, mais je n'avais aucune mesure de l'importance et de l'accélération de ce phénomène ces dernières années. Et je décide donc de mener, avec d'autres députés, bien entendu, avec d'autres élus, ce combat, mais j'en fais mon combat principal. Ce texte-là va nous permettre d'aller encore plus loin, accompagné par la volonté du gouvernement. Donc aujourd'hui, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je vous invite, bien entendu, à débattre et à adopter cette nouvelle législation. Nous avions, avant cette loi, une des législations pénales les plus laxistes à l'encontre des évadés fiscaux. Donc cette loi, elle a d'abord cet objectif-là, mettre au même niveau notre législation. Pendant des semaines, entre Assemblée nationale et Sénat, la bataille des amendements fait rage. Nous venons de vivre 10 années d'impuissance volontaire et voulue en matière de fraude fiscale et c'est scandaleux. Alors pourquoi cette précipitation? Bien, tout simplement par rapport à l'actualité. Il fallait faire oublier l'affaire Cahuzac. Permettez-moi de vous rappeler que concernant la finance, nous avons depuis plusieurs mois mis en place des actions que vous n'aviez pas mises en œuvre. Je dois dire que cela relève à ce stade, je ne veux pas vous vexer, mais de mon point de vue, plutôt de la cacophonie. Des mesures répressives nouvelles vont pour la première fois être adoptées. Sur l'utilisation de méthodes d'investigation plus musclées, telles que la mise sur écoute, les filatures ou les infiltrations des circuits de fraude. Sur la possibilité d'acheter des documents bancaires volés, comme le font déjà les Allemands. Sur la protection des lanceurs d'alerte et des fraudeurs repentis. Sur une plus grande transparence des banques dans leurs activités financières à l'étranger. Mais les affrontements autour d'un amendement vont jeter le doute sur la volonté du gouvernement de sanctionner réellement les fraudeurs. Cet amendement, on l'appelle le verrou de Bercy. Comment accepter, monsieur le ministre, que le gouvernement n'ait pas voulu faire sauter le verrou de Bercy? Bercy, citadelle imprenable. Inconnu du grand public, ce verrou ferme la porte à bien des secrets. L'affaire Cahuzac va permettre de percer une partie de son mystère. L'expression « verrou de Bercy » signifie que seule l'administration fiscale, et donc son chef, le ministre du Budget, a le pouvoir de transmettre à la justice des affaires d'évasion fiscale. De transmettre ou de ne pas transmettre. En clair, la décision de poursuivre ou non un fraudeur appartient au ministère du Budget et pas à la justice. Je crois qu'on est l'une des seules grandes démocraties occidentales, comme on dit, à avoir ce qu'on appelle le verrou de Bercy en matière de poursuite pénale pour des faits de fraude fiscale. Ce verrou, qui existe depuis un siècle, c'est Jérôme Cahuzac qui en avait la clé. C'est lui, le ministre du Budget, qui a le monopole de la plainte. Alors, s'il ne dépose pas plainte, tout se bloque. Éric de Montgolfier a toujours défendu ce qu'il appelle le devoir de déplaire. Rien n'empêche un procureur de la République d'être indépendant. Faut-il encore qu'il soit indépendant de ses appétits de carrière, ce qui est beaucoup plus dur. Mais une fois que vous avez décidé que ce n'était pas le plus important, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est sans doute pour cette raison que, malgré le titre d'avocat général à la Cour de cassation, il termine sa longue carrière exilé à la Cour d'appel de Bourges. Le verrou de Bercy, il a eu maintes fois l'occasion d'en vérifier l'efficacité. Bon, je vois le peu de cas dans lesquels nous sommes informés d'une infraction qui s'est commise ou qui est sur le point de se commettre, mais très très peu de choses redescendent. Parce qu'il y a toujours des paramètres politiques ou autres qui interviennent. En 2009, Éric de Montgolfier, alors procureur à Nice, met la main au cours d'une perquisition sur une liste de Français détenteurs de comptes non déclarés, domiciliés à la banque HSBC en Suisse. Une liste qu'Hervé Falciani, responsable de la sécurité informatique chez HSBC, avait volée au sein de sa banque. Je me fais tirer une liste au moins des personnes physiques françaises. Pas de société, juste des personnes physiques. Et il y avait plus de 8000 noms. À la télévision, Éric Woerth, ministre du Budget à l'époque,
n'en déclare que 3000. Ce qui fait que sur 3 établissements bancaires, il y a à peu près 3000 noms, alors des noms, des adresses, des numéros de compte, les montants aussi qui sont transférés à l'étranger. Le verrou a fonctionné. Monsieur Wurst et moi n'avons pas le même sens de la comptabilité. Je crois qu'il a dit l'autre jour que je m'étais trompé, mais moi je veux bien me tromper, mais c'est des noms dont je dispose. C'est pas 100 fois le même nom, c'est 8000 noms, plus de 8000 noms différents, donc comment puis-je faire? Sur ces 3000 comptes, combien étaient non déclarés et combien ont été redressés? On n'en sait rien. Secret fiscal. Quant aux 5000 noms retirés de la liste initiale, ils font sans doute partie des secrets enfouis dans la citadelle de Bercy. Au ministère du Budget, on justifie le monopole de Bercy par un souci d'efficacité. Aujourd'hui encore, les services fiscaux expliquent que c'est trop compliqué pour que les magistrats comprennent, donc il vaut mieux que ce soit eux qui gardent la main. Les arguments qui sont développés pour justifier le maintien du verrou de Bercy sont des arguments purement techniques, qui sont de dire ça nous permet de mieux négocier, en fait. C'est parce qu'ils sont simplement dans une logique de rentabilité économique. C'est-à-dire, le verrou de Bercy, ça nous permet de faire du chantage auprès des fraudeurs en disant attention, hein, soit vous remboursez l'argent que vous avez planqué rapidement, soit on vous poursuit devant la justice. Mais les deux, vous remboursez et puis en plus on vous poursuit. Ce n'est pas l'avis du nouveau ministre du Budget, Bernard Cazeneuve. Ce serait quand même absurde d'être dans une approche exclusivement pénale, alors que le durcissement peut conduire d'ores et déjà des contribuables à régulariser leur situation. Et ce qui compte pour nous, c'est qu'ils paient leurs impôts. Et que ce qu'ils doivent au pays puisse être acquitté dans un contexte de redressement des comptes. Il y a quelque chose d'extrêmement malsain dans cette volonté, dans cette persistance à nous dire l'essentiel, c'est de faire rentrer de l'argent. Et pourquoi est-ce qu'on amnistierait fiscalement des gens qui ont choisi de porter leurs capitaux à l'étranger en violation de l'intérêt général? C'est révélateur en réalité de quelque chose de très profond culturellement. C'est qu'on est dans un pays où on ne considère pas que la fraude fiscale est un délit. On ne considère pas qu'il y a un traumatisme pour la société quand on fraude le fisc. Et c'est que finalement, c'est pas si grave. Donc ça participe d'une banalisation de la fraude fiscale et d'une délégitimisation de la lutte contre la fraude fiscale. Ce verrou cristallise désormais tous les antagonismes. Le débat va durer des mois. Pourquoi la fraude fiscale serait-elle le seul délit à ne pouvoir être poursuivi d'office, Madame la garde des Sceaux, par le procureur de la République? Il n'y a pas de verrou à Bercy. Non, non, à Bercy, il n'y a que des portes ouvertes et des fenêtres ouvertes qui garantissent la plus grande transparence. Députés, magistrats, journalistes, représentants d'ONG se mobilisent, tiennent colloques, travaillent avec les rédacteurs des amendements. Il faut que ce système tombe. Parce que s'il ne tombe pas, quel que soit le bord politique du ministre du Budget, il sera évidemment accusé soit de favoriser ses copains, de protéger quelqu'un, soit au contraire de déclencher les foudres sur l'adversaire. Il faut faire sauter le verrou de Bercy. C'est un scandale inouï. Le verrou de Bercy qui actuellement n'est pas parti pour être arrêté, pour être réglé par le projet de loi, si ça n'est pas réglé dans le bon sens, ça sera un scandale inouï. Ça sera la preuve qu'il n'y a aucune véritable volonté politique de poursuivre et de faire laisser poursuivre pénalement les cas de fraude fiscale les plus graves. Je suis prêt à vous faire le pari que cet amendement n'aboutira pas. Et qu'il n'y a pas de volonté politique qu'il aboutisse, au contraire. Il n'y a aucune chance que ça arrive, aucune. L'État n'est pas prêt de se démunir de ce levier de pouvoir. Pari gagné. Avant même que la loi ne passe définitivement devant les parlementaires, l'amendement a été supprimé. Moi, j'étais favorable et je reste favorable à une évolution de ce qu'on a appelé le monopole de Bercy, le verrou de Bercy. Cela n'a pas été la position du gouvernement et cela n'a pas été la position majoritaire du groupe socialiste. Mais pourquoi y a-t-il tant de frilosité à porter atteinte à ce pouvoir du ministre du Budget? Pourquoi n'arrive-t-on pas à supprimer cette exception française? Pour comprendre,
il faut revenir au tout début de l'affaire Cahuzac. L'affaire Cahuzac pour Mediapart naît avec l'affaire Bettencourt. Voilà. C'est-à-dire que quand on révèle à Mediapart l'affaire Bettencourt, qui pose de très lourdes questions fiscales, puisqu'on découvre une héritière de L'Oréal, qui est la femme la plus riche d'Europe et qui est une fraudeuse fiscale en centaines de millions d'euros, qui finançait des partis politiques, qui finançait la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy quand son trésorier était Éric Woerth. Éric Woerth. Qui est Éric Woerth? Comme Jérôme Cahuzac, il fut ministre du Budget dans le premier gouvernement de Nicolas Sarkozy et en même temps trésorier de l'UMP. Avant la victoire de son mentor, il fut responsable du financement de sa campagne présidentielle et de la collecte de fonds auprès des plus grandes fortunes. Éric Woerth est un homme honnête. C'est un homme compétent. C'est un homme qui a toute ma confiance et toute celle du Premier ministre. Sur le financement de cette campagne, Claire Thibault, l'ancienne comptable de Liliane Bettencourt, raconta que Patrick Demestre, le gestionnaire de la fortune des Bettencourt, avait remis 150 000 € en liquide à Éric Woerth. Éric Woerth et Nicolas Sarkozy avaient été mis en examen en mars dernier pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt. Le 7 octobre 2013, Nicolas Sarkozy a bénéficié d'un non-lieu. Éric Woerth, lui, est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Quant à Liliane Bettencourt, bien qu'ayant reconnu elle-même détenir 2 comptes en Suisse non déclarés, pour une valeur de 80 millions d'euros, elle n'a, selon sa comptable Claire Thibault, subi pendant 15 ans aucun contrôle fiscal. 15 années qui ont vu passer, entre autres, au ministère du Budget, Nicolas Sarkozy et Éric Woerth. Dans son enquête sur le rôle d'Éric Woerth dans l'affaire Bettencourt, Fabrice Arfi avait décidé, au tout début, d'interviewer Jérôme Cahuzac. À l'époque, celui-ci était député, socialiste et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et là, surprise. Jérôme Cahuzac s'est avéré très prudent, allant jusqu'à dire il n'y a pas d'affaire Woerth, il n'y a pas d'affaire Bettencourt, Woerth est un honnête homme. Donc c'est cela le déclic. Pourquoi réagit-il ainsi? 2 ans plus tard, Jérôme Cahuzac devient ministre du Budget. Depuis quelques mois, Éric Woerth est mis en cause dans l'affaire de l'hippodrome de Compiègne. Un morceau de forêt appartenant à l'État, dont il a autorisé la vente à une société privée. En janvier 2011, la Cour de justice de la République ouvre une enquête pour prise illégale d'intérêt. Cette enquête judiciaire en cours n'empêche pas le ministre, Jérôme Cahuzac, à peine arrivé au ministère, de commander un nouveau rapport sur l'affaire de l'hippodrome, en faisant appel à un ami juriste. Un rapport qui ne fait que 15 pages et qui a pour conséquence de blanchir totalement Éric Woerth, là où la justice l'accablait, les experts judiciaires l'accablaient dans le même dossier. Et donc là, ça a été la deuxième alerte, en quelque sorte, pour Mediapart, qui s'est dit, mais pourquoi le ministre du Budget agit-il ainsi vis-à-vis de son prédécesseur? Donc on se demande s'il y a un secret qui lie les deux hommes. Pour répondre à cette question, Mediapart se lance dans une longue enquête sur le passé de Jérôme Cahuzac et découvre d'abord qu'en juin 2008, un inspecteur des impôts, parmi les mieux notés de son administration, avait révélé des inexactitudes dans les déclarations fiscales de l'ancien ministre du Budget. Il y avait d'autres anomalies au niveau des charges déduites sur ces déclarations fiscales, au niveau des revenus déclarés. Bon, d'autres anomalies qui, à elles seules, auraient pu motiver un examen approfondi de sa situation fiscale, voire un simple contrôle sur pièce avec une simple demande de renseignement. Tous les clignotants étaient au rouge et habituellement, pour beaucoup moins que ça, l'administration prend une décision, donne une suite à l'affaire. Rémi Garnier fait un rapport à Bercy. À l'époque, le ministre du Budget est un certain Éric Woerth. Le dossier fiscal de Jérôme Cahuzac a été enterré et moi j'ai été sanctionné. Donc, pour résumer, le ministre du Budget Éric Woerth aurait enterré un dossier fiscal concernant Jérôme Cahuzac. Et son successeur à ce poste ministériel, Jérôme Cahuzac,
a tenté de mettre hors de cause Éric Woerth dans l'affaire Bettencourt et dans celle de l'hippodrome de Compiègne. On appelle ça un renvoi d'ascenseur. Mais il y a plus troublant encore sur ces liens ambigus entre la droite et la gauche. En 2012, Nicolas Sarkozy est au pouvoir. Jérôme Cahuzac est nommé président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, un poste des plus puissants, qui donne accès à tous les dossiers fiscaux des Français. Pourtant, Jérôme Cahuzac est socialiste. Mais le président Sarkozy a décidé que, désormais, ce poste très sensible serait donné à l'opposition. Ce geste-là, de nommer un homme de l'opposition, donc un homme socialiste, un élu socialiste, sous un pouvoir de droite à la tête de ses présidences, a très habilement été fait passer sous Sarkozy comme un geste démocratique absolu. Nous nommons un adversaire, entre guillemets, à ce poste clé. Ah oui, mais sauf que cet adversaire, c'est un adversaire qui a des casseroles. C'est un adversaire qui a de l'argent planqué illégalement à l'étranger. Alors, la question doit être posée. Est-ce que Jérôme Cahuzac a été nommé à ce poste en connaissance de cause? Et un adversaire dont on connaît les secrets n'est plus un adversaire. Et puis, il y a autre chose qu'aujourd'hui nous savons. C'est que quand il était à la présidence de la commission des finances, Jérôme Cahuzac était très curieux sur les affaires qui embêtaient la droite. Sur l'affaire Takedine, sur l'affaire Karachi, sur l'affaire Wildenstein, sur l'affaire HSBC. Il s'est renseigné beaucoup grâce au pouvoir parlementaire qui était les siens, Jérôme Cahuzac. Donc, il avait des dossiers. J'avais une part d'ombre, et cette part d'ombre est aujourd'hui en pleine lumière. Qui n'a pas une part d'ombre? Dans cette part d'ombre, que Jérôme Cahuzac décrit si complaisamment depuis qu'elle a décidé d'avouer, il n'y a donc pas que les états d'âme d'un menteur, mais aussi beaucoup de secrets. Des secrets qui expliquent peut-être la longue indulgence dont a bénéficié l'ancien ministre du Budget, aussi bien à droite qu'à gauche. Vous disiez aussi dans une interview, depuis 35 ans, je n'ai pas vu de différence dans ce domaine entre la droite et la gauche. Non, je trouve le même. Je peux vous citer des malfaçons à gauche et à droite. Dans ce domaine, oui, il y a des gens qui plastronnent sur le devant de la scène aujourd'hui et qui ne devraient pas. Ils ne devraient pas parce que finalement, il y a des dossiers qui ne sont pas sortis. Ils auraient dû être poursuivis, condamnés. Oui, que ce soit par copinage, ils ne l'ont pas été, ou pour des raisons de conjoncture politique, parce qu'une élection arrivait, qu'on avait besoin d'eux, donc les services fiscaux ont retiré leur plainte. Je connais suffisamment de dossiers, parce que j'étais au cœur du sujet quand j'étais au ministère de la Justice. Je doute que c'est beaucoup évolué. Il y a une volonté qui est une volonté politique, quels que soient les régimes, de conserver la maîtrise de l'initiative de la poursuite. Ça évite peut-être de faire trop de peine aux amis. L'hypothèse selon laquelle il y a un mélange entre le financement occulte politique et le ministère du Budget est une hypothèse, aujourd'hui, qu'on doit se poser. Il y a trop d'affaires qui nous enseignent les liens incestueux entre le financement politique et le ministère du Budget. Pourquoi voulez-vous que l'exécutif lâche si volontiers un levier de pouvoir aussi évident? Et puis si l'exécutif lâche ce levier-là, il y aura des cadeaux qu'on ne pourra plus faire. Mais ces cadeaux sont dangereux. La société française est en train de se démoraliser, au sens premier du terme. Elle perd tout repère moral fort. Ça veut dire que ce n'est pas simplement une partie de la classe politique qui accepte la corruption. C'est la nation dans son entier qui progressivement glisse vers la facilité que l'on s'octroie pour se procurer de l'argent impur. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Mais ça me choque beaucoup. La lutte contre l'évasion fiscale
n'est pas seulement un problème budgétaire. Elle pose une question fondamentale, celle de la justice fiscale. Consentir à payer l'impôt demande à chacun un effort. Mais si l'égalité de tous n'est pas respectée, si quelques privilégiés, en trichant, échappent à cette contrainte, c'est la cohésion de la société qui est en danger.